voilà. Écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'école militaire. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Bienvenue à l'école militaire pour cette table ronde intitulée Cryptographie post-quantique, quelle stratégie industrielle? Je suis heureux d'accueillir cette table ronde qui prend, comment dire, effet dans le cadre de la chaire cyber et souveraineté numérique de l'IHEDN. Tout à l'heure, le président du fonds de dotation aura l'occasion de nous expliquer ce qu'est le fonds de dotation de l'IHEDN. Et on aura aussi le président du conseil scientifique qui prendra la parole. Donc à la fin, tous les deux. Deux petits mots sur la chaire cyber et souveraineté numérique de l'IHEDN. Cette chaire est à cheval entre on va dire un laboratoire de recherche et un think tank. C'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit surtout de susciter des réflexions, des recommandations qui accompagnent la prise de décision de dirigeants, de politiques. Et elle est à cheval entre des questions qui sont des questions techniques et des questions qui sont des questions, on va dire, plutôt stratégiques, des questions de souveraineté. Donc ce n'est pas une chaire technique. Et donc on aura un exemple ici justement sur cette table ronde où on va parler bien sûr de cryptographie, mais surtout de stratégie industrielle. Donc ça c'est un premier des aspects de cette chaire. Le deuxième aspect, c'est qu'elle a vocation aussi à se faire réunir des experts d'horizons différents qui sont intéressés justement de contribuer à cette réflexion sur souveraineté et cybersécurité. Et donc des experts de tous horizons, hein, universitaires, des armées, d'organismes privés, d'organismes aussi publics. Et Ludovic, qui pilote ce groupe de travail, aura l'occasion de nous présenter en effet les membres de son groupe de travail, ceux qui sont ici et d'autres. On verra aussi vous le verrez aussi que cette chaire aussi pour intérêt d'essayer de rassembler aussi la communauté des anciens auditeurs de l'IHEDN, notamment, mais pas seulement, ceux qui ont fait la majeure cyber et souveraineté numérique. L'idée est comment dire, de profiter de leurs compétences et d'en faire profiter d'autres. Les travaux de la chaire sont assez divers. Il s'agit de susciter des réflexions. Donc on a ce groupe de travail aujourd'hui qui va vous exposer ses résultats d'un an de travail. On a aussi un autre groupe de travail sur tout ce qui est le renseignement en source ouverte. Et on aura, au mois de mars, on aura aussi une présentation des travaux de ce groupe. On en a déjà une il y a quelques mois. On a aussi deux doctorants aussi, qui travaillent l'un sur le risque juridique pour les sous-traitants et l'autre sur les informations géographiques stratégiques. Et puis on a aussi accueilli des tables rondes et des colloques, notamment un sur blockchain et cybersécurité. Voilà résumé en quelques mots ce qu'est la chaire. Je voudrais remercier déjà maintenant les intervenants de leur participation, surtout dans leur travail sur toute l'année. Voilà, une quinzaine de personnes. Je voulais aussi remercier évidemment le fonds de dotation de l'IHEDN qui contribue à ces travaux, l'IHEDN et puis aussi Academ. Voilà. Écoutez, je vais passer la parole maintenant aux intervenants. Ludovic, tu as la parole et je te laisse animer cette table ronde. Merci. Merci Jean pour cette introduction et l'objectif de ce soir, c'est d'échanger avec vous sur ce sujet de cryptographie post-quantique et de stratégie industrielle qui va être relié. Donc moi je suis professeur à l'EPITA et je suis spécialiste de cryptographie post-quantique, mais l'ensemble de ces travaux ont eu lieu lorsque j'étais dans mon poste précédent à Sorbonne Université. Donc un sujet comme ça, la cryptographie post-quantique, on peut se dire que ça va être un sujet qui est essentiellement un sujet technique. Et en fait, l'objet de ce groupe de travail, c'était de réfléchir au-delà de la technique, parce qu'on a ici un sujet avec des enjeux stratégiques, des enjeux qui sont variés. Et donc,
Dans la construction de ce groupe et au moment de la réflexion, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regrouper des experts avec des visions différentes sur le sujet. Donc, le résultat qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de cette réflexion, d'un an de travail. Aujourd'hui, on va vous présenter les propositions. Ça a vocation à faire l'objet d'un rapport, mais aussi l'ambition qu'on a ce soir, c'est aussi d'échanger avec vous pour savoir si effectivement ces réflexions qu'on a eues sont pertinentes. Et un peu ce qui est spécifique par rapport à un travail académique classique que je peux mener sur les sujets techniques, la première chose qu'on a voulu mettre en place dans ce groupe, c'est une méthodologie pour cadrer cette réflexion. Et cette méthodologie, elle est héritée de ce que j'ai appris lorsque j'étais ici en tant qu'auditeur. C'est une stratégie de réflexion prospective avec des étapes qui sont cadrées. Donc le point, ce n'est pas d'être prisonnier de cette méthodologie, mais en tout cas, ça permet de donner un cadre pour avoir des réflexions sur un sujet qui a des ramifications diverses. Et donc les participants qui sont dans ce groupe et les participants qui vont aussi vous présenter reflètent cette réalité aujourd'hui du sujet qu'on va aborder, la cryptographie post-quantique, qui va avoir des impacts en termes de souveraineté. On va voir avec Fabienne des répercussions industrielles, parce que c'est quelque chose qui est en cours de déploiement. On va avoir des sujets qui sont juridiques, donc c'est Jean-François qui abordera le sujet, et finalement, on peut aussi, il y a des questions forcément économiques qui vont être liées à ce sujet. Donc, je vais vous introduire cette problématique du post-quantique, et le premier élément à dire, c'est que l'objet de la cryptographie, c'est de protéger les communications, et aujourd'hui, on a tous besoin de protéger nos communications. Le risque quantique et le risque qui est moteur et qui motive les réflexions de ce groupe de travail, c'est cette sécurité va reposer sur des problèmes mathématiques qui, depuis longtemps, on pense difficiles et permettent de garantir la sécurité dans un modèle classique. Et là, aujourd'hui, on a une rupture technologique qui est l'ordinateur quantique qui va permettre de rendre ce qui était avant impossible, possible. Donc concrètement, si on a un ordinateur quantique de capacité suffisante, on va avoir des attaquants qui vont avoir la possibilité de casser tous les chiffrements qui sont déployés aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment un risque qui est majeur, mais la question qui se pose, c'est quel est ce niveau de risque aujourd'hui. L'ordinateur quantique, ce n'est pas de la science-fiction, on peut y avoir accès, on va mesurer sa puissance en termes de qubits, et donc ces qubits, c'est la capacité de traitement de cet ordinateur quantique. Donc aujourd'hui, les machines les plus puissantes vont être capables de traiter des problèmes sur des tailles entre une centaine et un millier de qubits, et dans cette course-là, on va avoir des acteurs importants américains, mais aussi des acteurs français pour le calcul de ces machines. En revanche, si on se pose la question de qu'est-ce qu'on aurait besoin pour casser de la cryptographie vraiment aujourd'hui et pénétrer les systèmes, on est encore loin de pouvoir faire ça aujourd'hui, puisque, je vous ai dit, on a aujourd'hui des centaines, voire des milliers de qubits. On aurait besoin de millions de qubits pour pouvoir attaquer la cryptographie qui est déployée aujourd'hui. Donc on peut se poser la question, pourquoi s'intéresser à une stratégie industrielle pour un risque qui paraît un petit peu lointain. Les progrès ont été conséquents sur la construction de ces machines. Donc si on se projette un petit peu et si on interpole sur les capacités possibles pour casser ces machines, donc là on ne voit pas bien la courbe bleue, on se rend compte qu'on a une évolution exponentielle de la capacité. Et que probablement, si tout se passe, si on progresse au même rythme que ces 5-6 dernières années sur la construction de ces machines, d'ici 2030, on aurait, entre 2030 et 2035, on aurait la capacité d'avoir une machine quantique suffisamment puissante pour percer l'ensemble des systèmes de sécurité. Donc,
même 2035, peut-être dans le milieu industriel, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un risque qu'il faut considérer dès maintenant? Et en fait, la réponse est oui, au moins si on se pose la question des données qui ont une longue durée de vie. Ces machines, elles vont arriver dans quelques années. En revanche, on peut dès aujourd'hui stocker les données et attendre, disons, une dizaine d'années d'avoir une machine quantique suffisamment puissante pour pouvoir percer les secrets d'aujourd'hui. Donc ça, stocker des données, c'est quelque chose qui est extrêmement facile. Il n'y a pas de problème. On peut le faire à grande échelle. Et pour des informations critiques qui peuvent avoir une durée de vie longue, on va être dans une situation qui est critique. Donc il faut trouver des solutions. Donc une première solution, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui va permettre d'utiliser la physique quantique pour protéger les communications. Donc en théorie, ça permet de garantir un maximum de sécurité, cette cryptographie quantique. En revanche, elle est extrêmement difficile à mettre en place et aujourd'hui, c'est plus considéré comme un sujet de recherche que comme vraiment une solution pratique qu'on peut déployer dès aujourd'hui. En revanche, le sujet qui va nous intéresser, qui est la cryptographie post-quantique, à la faveur des agences de sécurité, est en cours de déploiement à l'échelle massive. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée? On a aujourd'hui notre cryptographie qui repose sur des problèmes mathématiques difficiles comme la factorisation. L'idée de la cryptographie post-quantique, c'est de remplacer ces problèmes par d'autres problèmes qui vont être plus difficiles pour un ordinateur quantique. Pour l'utilisateur final, il va avoir aucune différence. C'est juste ce qui va être sous le capot qui va être complètement différent. En revanche, cette cryptographie post-quantique va plutôt bien s'adapter dans l'ensemble des systèmes de sécurité. Ça ne nécessite pas, comme la cryptographie quantique, de déployer des matériaux spécifiques et des fibres. Donc, cryptographie post-quantique, le terme est un peu trompeur. On n'a pas du tout besoin d'un ordinateur quantique pour faire fonctionner de la cryptographie post-quantique. Ça fonctionne dès maintenant. Donc, le quantique, c'est une motivation pour cette cryptographie de nouvelle génération qui va être résistante à l'ordinateur quantique. Donc c'est un sujet qui a beaucoup occupé la communauté académique ces dernières années, de trouver les bons problèmes qui vont permettre de nous protéger, les bons problèmes mathématiques qui vont être à la fois efficaces et assurer un bon niveau de sécurité. Aujourd'hui, on arrive à un moment un petit peu charnière dans le déploiement de cette cryptographie post-quantique, puisque l'organisme de standardisation américain NIST, qui est l'organisme le plus impactant au niveau cyber et crypto, a récemment déclaré les premiers vainqueurs et les premiers algorithmes post-quantiques qu'on peut dès maintenant déployer. Donc on peut faire une remarque sur cette compétition qui a occupé l'ensemble de la communauté académique, donc qui était ouverte, et tout le monde pouvait contribuer. Et dans ces algorithmes, on a quatre co-auteurs européens et 3 co-auteurs français. Donc, d'une certaine manière, la communauté académique française est surreprésentée. Donc là, quand on a un standard, on va basculer dans une nouvelle logique. On sort du problème purement académique pour aller dans une logique industrielle. Et donc ça, ce n'est pas simplement les académiques qui disent ça. Donc l'ANSSI se positionne également sur ces questions en disant que pour les données critiques à longue durée de vie, qui dépassent 2030, eh bien, il faut dès aujourd'hui adopter ces nouveaux standards de sécurité. Donc, ces standards, c'est ce qui motive une réflexion sur une stratégie industrielle, parce qu'on passe aujourd'hui dans une phase complètement différente. Et la question qu'on peut se poser, c'est ce savoir-faire académique sur cette cryptographie post-quantique. Comment on peut le transformer, d'une part pour avoir un avantage industriel, mais aussi protéger nos infrastructures critiques. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Fabienne, qui va vous présenter les enjeux liés à la défense et à l'éducation.
Voilà, donc avant de commencer, peut-être un mot pour te remercier, Ludovic, déjà pour ton invitation, et également un mot pour te remercier de l'opportunité que tu nous as donnée à travailler sur ce sujet tout au long de l'année, parce que ce fut vraiment une expérience très enrichissante. Alors je vais essayer de vous restituer un petit peu le travail, mais avant cela, je vais commencer par reprendre un peu la thématique de cette stratégie. Pourquoi est-ce qu'en fait on a voulu travailler sur ce sujet de la stratégie? Donc la stratégie, en fait, on l'a vraiment posée comme un levier pour tirer pleinement profit de la technologie en assurant à la fois une pérennité et une soutenabilité dans l'action de l'État pour le domaine, évidemment, de la crypto. Et pour notre sujet, en fait, on est abouti à la conclusion que ça s'articulait autour de 3 grands axes. Donc il y a à la fois fédérer l'ensemble des actions dans un environnement hautement technologique qui est en constante évolution. Et là, la stratégie de l'État vise à naviguer dans un environnement incertain et à s'adapter aux changements au fil du temps. Donc ça, c'est le premier axe, vraiment fédérer les actions. Après, il y a flécher les ressources, qu'elles soient à la fois humaines, financières ou autres. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment de partager une vision commune. Partager une vision et une ambition commune, même, je dirais, pour protéger à la fois les communications stratégiques et les infrastructures critiques. Alors, quand on commence à parler de protéger, c'est protéger de qui et protéger de quoi? Donc de quoi, Ludovic vient de nous l'expliquer, on voit bien, on a potentiellement le calculateur quantique qui arrive avec cette suprématie quantique. De qui? On a différentes populations, on a à la fois l'écosystème industriel sur lequel il y a une certaine compétition, que ce soit à l'extérieur de l'Union européenne, mais à l'intérieur c'est un petit peu la même chose, et puis de nos compétiteurs stratégiques. Et là, il est important d'avoir en tête une chose, c'est-à-dire que ceux qui vont avancer de manière assez accrue sur ces sujets-là ne vont pas forcément venir le crier sur les toits. Il est évident que les États ne communiquent pas toujours de manière transparente sur leurs investissements dans de telles capacités. Et on peut facilement imaginer qu'un pays qui soit doté, parce qu'on parle quand même de dotation, un peu à l'image du nucléaire, qu'un pays doté ne va pas l'annoncer. Il y a de tels enjeux derrière, de telles répercussions à la fois stratégiques et économiques, que finalement, ce n'est pas si aisé que ça. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie va finalement se structurer sur un écosystème où la notion d'alliance et de coopération est à prendre avec beaucoup de précautions, puisqu'on est sur un sujet qui est hautement stratégique et qu'il s'agit de protéger à la fois les intérêts de l'État et de protéger ses moyens d'action. Donc voilà, ça c'était un petit peu le cadre général. Mais en revanche, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que pour soutenir cette stratégie, la France a évidemment un certain nombre d'atouts, et des atouts largement reconnus. Déjà, premièrement, la qualité de la recherche en France. Que ce soit dans le monde de la physique ou dans le monde des mathématiques, je pense que la preuve est faite que la qualité de la recherche française est quand même de très bon niveau. Il y a une expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur du post-quantique et du quantique. Et enfin, dernier point, le tissu industriel est particulièrement dynamique et caractérisé par l'existence de nombreuses start-up. On a mentionné, il y en avait quelques-unes sur tes planches tout à l'heure. Donc en fait, à l'échelle internationale, la France est reconnue, bien évidemment, elle a un vrai rôle à jouer, mais sous réserve d'assurer le passage à l'échelle et de tirer pleinement profit des investissements qui sont effectués et à venir. En fait, il ne faut pas qu'on se disperse. Donc cette réflexion nous a conduit à proposer un certain nombre de recommandations. Je vais vous en présenter 2. Et puis, je terminerai par une 3e. Alors, je ne dis pas qu'elle est complètement formulée. Je vous partagerai, en fait, les réflexions sur cette 3e qui mérite encore d'être compliquée, qui mérite d'être complétée, pardon. Donc, la première recommandation tourne autour du sujet de la formation. Il s'agit d'intensifier les formations aux technologies post-quantiques et à la crypto-agilité. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à moyen terme, tout le monde a bien compris que l'informatique quantique allait bien évidemment venir percuter la notion de souveraineté numérique des États. Mais attention, cette menace peut aussi se prolonger dans la sphère citoyenne si la technologie quantique prolifère et que son coût devient accessible aux organismes ou groupuscules mal intentionnés. En fait, finalement, on a cette notion de prolifération qui peut arriver. La crypto-agilité, qui est définie comme la capacité d'un système de sécurité à basculer rapidement entre différents mécanismes de chiffrement, devient en fait finalement un pilier stratégique pour sécuriser les infrastructures et garantir la résilience des États. Là, Arthur en parlera un petit peu après. Donc en fait, afin de renforcer cette posture de sécurité, nous recommandons d'intégrer les modules de formation
aux technologies post-quantiques et à la crypto-agilité dans les cursus des écoles supérieures, que ce soit dans les filières scientifiques, informatiques ou de défense. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que demain, on veut quand même on recommande en fait d'intensifier cette formation de nos jeunes. Alors dans les modalités d'exécution sur cette recommandation, 2 axes qui sont identifiés. Il y a à la fois développer évidemment les programmes pédagogiques dédiés. Là, je dirais que ça paraît tout à fait naturel. Alors au travers d'un comité de programme, on pourrait réunir aussi bien les universitaires, le monde de la recherche, le monde industriel et les mondes même ministère de la Défense par exemple, et de prévoir des modules de formation. Donc les modules de formation porteraient sur 2 choses, les principes de cryptographie quantique et post-quantique et tout ce qui est les techniques de crypto-agilité. Ce serait vraiment sur les 2 volets. Ces programmes doivent à la fois doivent intégrer à la fois des cours magistraux, en fait des cours théoriques en cryptographie et en calcul évidemment, mais ils doivent être complétés par des exercices très pratiques, notamment sur cette crypto-agilité. En fait, il faut qu'on comprenne bien comment les mécanismes se mettent en place. Et enfin, dernier volet de ce package programme et formation, c'est de proposer des certifications spécialisées en post-quantique et crypto-agilité qui pourraient être proposées en cadre de cursus initiaux ou de formation continue. Donc ça, c'est le volet formation. Le deuxième axe sur lequel on pourrait agir pour cette recommandation, c'est la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Il est essentiel de renforcer la collaboration entre ces 2 mondes et les entreprises pourraient évidemment venir abonder à cette démarche. Ils pourraient apporter à la fois leur expertise, financer des infrastructures pédagogiques et offrir des stages aux étudiants. C'est vraiment pour le coup, là on va parler d'intrication entre les 2 mondes. Là, ça pourrait vraiment avoir du sens pour la formation. Pour cette recommandation de formation, aujourd'hui, 2 limites de mise en œuvre sont identifiées. Une limite qui concerne l'obsolescence des connaissances. On se rend compte que c'est un domaine qui évolue très très vite. Il y a un risque d'avoir une partie des contenus qui très vite deviennent obsolètes. Donc ça implique d'avoir une ingénierie de formation qui prenne en compte ces problématiques-là. Donc il faut évidemment pouvoir mettre à jour les ressources rapidement, avoir une veille technologique régulière et notamment pour être au rendez-vous des décisions et des instances normatives où en fait l'information évolue beaucoup. Et puis la deuxième limitation, c'est l'acceptation par les étudiants et le marché de l'emploi. Certains étudiants pourraient être réticents à se former sur une spécialité dans des domaines encore peu connus. Et de la même manière, côté marché de l'emploi, en fait, finalement, la crainte serait que cela reste encore dans un monde un peu confidentiel du monde de la défense et du monde de la cybersécurité. En fait, c'est quand même pas un domaine qui est largement répandu dans la société. Donc en conclusion, la mise en place de programmes de formation dédiés aux technologies post-quantiques et à la crypto-agilité permettrait à l'État de renforcer sa souveraineté numérique en anticipant en fait l'émergence de telles technologies. Donc ça, c'était la première recommandation, c'est un volet formation. La deuxième recommandation que je vous propose, au nom du groupe évidemment, c'est de proposer un corps de fonctionnaires d'État pour accueillir les experts du quantique et du post-quantique. Donc cette recommandation vise à proposer un corps d'accueil pour ces experts, issus notamment du monde, enfin majoritairement même je dirais, du monde universitaire, et dont la compétence présente un caractère stratégique pour l'État. C'est vraiment en fait une possibilité pour l'État de centraliser une ressource qui est à la fois contrainte, qui est à la fois stratégique, qui doit être disponible dans différents ministères et qui peut même être mise à disposition du monde industriel. Alors, au tout début, donc je ne vous révélerai pas un secret, mais au tout début de la réflexion, en fait, on était parti sur une proposition de proposer un nouveau corps de fonctionnaires. Très vite, on s'est confronté à la réalité que c'est très long, c'est très coûteux et que ce n'est pas accessible aujourd'hui. Donc, on a regardé les corps existants et se demandé dans lesquels il y avait plus de sens, en fait, de faire une proposition. Donc on a balayé le corps des ingénieurs de l'armement. Là, pour le coup, le statut était un peu compliqué parce que le statut militaire n'était pas forcément en fait facile. Il y a eu le corps des ponts qui a été regardé également. Et finalement, c'est vraiment dans le statut particulier du corps des ingénieurs des mines qu'on a vraiment essayé de creuser, puisque dans la formulation, ce corps a vocation à accueillir les ingénieurs participant à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs à la recherche, à l'innovation et aux nouvelles technologies. Et là, on se dit, là, c'est un corps qui paraît assez légitime,
Donc c'est pour ça que nous avons retenu cette option. Et donc aujourd'hui, donc là on a réfléchi ensuite aux modalités d'exécution de cette recommandation. Donc il y a un certain nombre de choses à prévoir. Il va falloir définir les critères pour rentrer dans ce corps. Alors pour évaluer les qualifications académiques et l'expérience en fait pour des personnels qui seraient susceptibles de rentrer, de prévoir les ajustements au sein du corps, en fait comment on va grimper dans les échelons du corps. Et puis un point de vigilance peut-être particulier, c'est justement avoir ce 3e cycle universitaire qui permettrait de rentrer dans un corps qui est plutôt habitué à accueillir des grandes écoles françaises. Donc en tout cas, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Il faudra bien évidemment réfléchir à tout ce qui est décret de mise en application pour mettre à jour le statut particulier des corps des ingénieurs des mines. Et puis, en fait, pour faire ça proprement, ce qu'on propose également, c'est de réaliser en fait une étude préliminaire. C'est qu'on a identifié un certain nombre de pistes, mais il y a peut-être en fait une étude d'impact global à faire pour être vraiment sur objectif dans un temps contraint. La limite de la mise en œuvre de cette recommandation, alors j'en avais identifié une et je dirais qu'il y en a une deuxième qui est en train de pointer le bout de son nez. Mais la première, c'est évidemment un petit peu comme dans les autres corps, une certaine rigidité des membres du corps à ouvrir en fait à d'autres, à autrui, son propre, le corps d'appartenance en tout cas. Et la deuxième, que j'ai entendue assez récemment, on me disait en fait les ingénieurs de mines ont plus vocation à être à des postes stratégiques et finalement, il ne faudrait pas qu'ils perdent leurs compétences techniques. Donc finalement, faut être vigilant là-dessus, mais l'idée, c'est bien en tout cas de garder une compétence technique et d'être vigilant sur ce point-là dans la rédaction, en tout cas dans la proposition. Donc voilà, donc je synthèse. Donc il y a bien une recommandation sur la formation, une recommandation sur un corps de fonctionnaires d'État. Troisième recommandation, où celle-là, elle est un petit peu moins solide et pourtant elle est vraiment très importante, c'est disposer de capacités stratégiques souveraines en assurant un retour sur l'investissement de l'État. Alors, je m'explique. C'est une recommandation qui vise à préserver les intérêts de l'État dans la sphère industrielle à hauteur des investissements qu'elle consent. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que souvent, en fait, l'État investit beaucoup, investit en plus dans des phases qui sont extrêmement coûteuses, les phases de recherche et de développement. Mais finalement, en contrepartie, elle a énormément de mal à avoir un retour sur investissement. Elle a du mal à savoir ce que va devenir finalement la société. Elle a du mal même à avoir des obligations de résultat. On se rend compte avec la notion de subvention, on a juste une obligation de moyens, mais aucune obligation de résultat. Donc en fait, le retour sur investissement est finalement assez compliqué. Donc au sein du groupe de travail, on a eu un certain nombre de réflexions, justement pour avoir des propositions et se dire, mais comment on peut faire pour que ça change, en fait, pour qu'on retrouve cette notion de souveraineté ? Et la proposition qui paraît assez naturelle, on s'est dit il faudrait réussir à trouver un moyen d'instaurer une forme de protectionnisme. Et alors là, quand je mets ce mot-là, tout le monde voit tout de suite que la mise en œuvre de ce type de proposition, alors jusqu'à hier, paraissait extrêmement compliquée. Donc l'actualité fait qu'on va peut-être repenser le sujet différemment, mais mettre du protectionnisme, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, c'est vrai que ça paraît difficile, voire impossible. Donc on s'est dit, c'est pas la peine de faire une recommandation où la mise en œuvre n'est pas possible, essayons peut-être de réfléchir à d'autres mises en œuvre possibles. Alors, il y a d'autres mises en œuvre possibles, le problème c'est qu'il n'y a pas une couverture complète de cette recommandation. Il y a une couverture uniquement partielle. Dans les pistes qui ont été regardées, c'est proposer en fait une prise de participation de l'État dans certaines entreprises. Alors certes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, on le voit au quotidien. Encourager les fonds d'investissement français et européens, certes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand on voit les masses colossales qui sont mises à l'étranger, malheureusement, on ne fait pas le poids. Alors après, il y a des petites choses qu'on peut faire, c'est essayer de sensibiliser davantage les acteurs économiques et académiques à l'ingérence étrangère. Ce sont des options, ce sont des pistes de réflexion, mais pour l'instant, couvrir, en tout cas, s'assurer que notre écosystème industriel demain ne sera pas sous bannière étrangère. Aujourd'hui, c'est vrai que la réflexion pose encore difficulté. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces 3 propositions. Et maintenant, je laisse la parole à Arthur. Effectivement, on a parlé un peu de crypto-agilité, mais je pense que là, on est agile. Ça va revenir dans une des recommandations. Donc, moi, je vais aborder plutôt le point de vue industriel de la question qui est... Comme Ludovic l'a mentionné, le concours du Nice s'est terminé, en tout cas a donné des premiers résultats cet été, mi-août. Et du coup, côté industriel, la question qu'on se pose, c'est maintenant qu'on a les outils
on va dire, les standards, les briques logicielles disponibles, comment est-ce qu'on l'intègre dans notre fonctionnement d'entreprise, que ce soit dans nos produits ou dans nos infrastructures internes. Donc les recommandations vont un peu aller sur ce fil rouge un petit peu. Et la première, bien entendu, c'est, on connaît la réalité de la gestion informatique et de la cyber au sein des entreprises. On ne peut pas se donner comme objectif de migrer une entreprise entière sur ne serait-ce que 3 ou 4 ans. C'est pas possible. Donc la première étape, en fait, la première recommandation, ça va être une recommandation de priorisation des chantiers. Alors, pour le coup, ce n'est pas une recommandation à destination purement de l'industrie en mode chacun identifie chez soi ses problématiques. On pense que l'État, et notamment à travers l'ANSSI, a des leviers pour aider les industriels à y voir plus clair. Il y a pas mal d'entreprises dont la cyber n'est pas le cœur de métier et identifier une donnée critique qui doit être protégée au-delà de 2030, pas forcément le plus évident pour certaines d'entre elles. On pense également aux petites qui ont très peu de compétences cyber en général, les TPE. Mais on a déjà des outils en fait, législatifs qui peuvent nous aider. On a le RGPD qui est en place depuis plusieurs années. Et donc en soi, du côté de protection des données personnelles, on sait qu'une donnée personnelle a une certaine durée de vie, souvent assez longue et en lien avec la durée de vie de l'individu qu'elle concerne. Et elle doit rester protégée. Il y a une obligation de moyens et peut-être même de résultats dessus durant toute la durée. Sa durée de collecte par l'entreprise et surtout de détention. Donc il y a déjà cet outil qui existe qui peut donner une première piste. Identifier dès aujourd'hui dans les entreprises quelles sont les données soumises au RGPD qui devront bénéficier de ces outils supplémentaires de protection dans les années à venir. Le deuxième axe, il y a des notions de OIV et OSE. Donc OIV, c'est organisme d'importance vitale, qui ont été définis dernièrement. Et ces entreprises-là, de par leur on va dire, reconnaissance en tant qu'OIV, doivent fournir, normalement, ont des obligations envers l'État de assurer un certain niveau de sécurité de ce qu'on appelle leur infrastructure critique. Donc ces entreprises-là ont déjà aussi un outil pour les aider à filtrer, à prioriser entre leurs différents risques, qui sont déjà qu'est-ce que je dois migrer rapidement pour me protéger au niveau du risque réglementaire et législatif. Mais également, là, l'État, du coup, a un peu fait sa part en disant on a défini nos entreprises vitales, nos entreprises d'importance et les données qu'on veut protéger pour nos citoyens. Mais après, chaque industrie, chaque entreprise, alors peut-être collectivement par secteur d'activité, peut définir quelles sont les données qui sont critiques à la réalisation de leurs produits, en fait, de leurs sources de revenus. Quelles sont les données qui, si elles sont captées aujourd'hui et décryptées en 2030 ou qui devront en 2030 être protégées lorsqu'elles seront produites à cette date-là, sont essentielles pour réaliser notre chiffre d'affaires et qui mettraient en péril soit le chiffre d'affaires, soit carrément l'entreprise entière, si n'importe qui pouvait y accéder. Donc ça, c'est la première recommandation qui vise à dire, la première étape va être de prioriser les chantiers, de mettre en place des référentiels ou des arbres de décision ou des outils pour qu'au sein même des entreprises, on puisse se dire ce chantier est prioritaire et je dois focaliser mes moyens dessus, ou celui-là attendra un deuxième temps. La deuxième recommandation va concerner l'exécution de la migration. Et là, plutôt que chacun essaye de faire dans son coin, on recommande plutôt qu'à travers l'ANSSI, qui a un peu commencé à le faire, mais pas poussé à ce niveau-là, de mettre en place une proposition de plan national de migration sur à peu près 6 ans, découpé en 3 phases, qui permettent aux entreprises de se cadencer et de se dire est-ce que je suis en avance, je suis en retard, quelle est ma prochaine action. Bon, la première étape, bien évidemment, et en lien avec la première recommandation, c'est faire l'inventaire de la crypto qu'on doit évoluer, mais également regarder ce qui est disponible sur le marché. Est-ce que les fournisseurs qui me fournissent les solutions ont conscience du problème, travaillent dessus ou pas? Ou est-ce qu'ils en sont dans leur roadmap? Est-ce qu'ils seront prêts à temps si mon objectif, c'est qu'en 2030, j'ai mes systèmes protégés? La deuxième étape, c'est je commence à préparer mes systèmes pour une migration. Une fois que j'ai défini ceux que je veux migrer, potentiellement quels outils je veux intégrer dedans, la question se pose de comment je le fais. Et là, il n'y a pas de solution universelle. On a des standards, pour l'instant, à peu près uniques, qui ont été publiés par le NIST, mais leur mise en application va vraiment dépendre presque au cas par cas. Pour les systèmes qui sont renouvelés récemment, je pense à l'IT classique, nos téléphones, nos matériels informatiques, j'ai envie de dire du quotidien, les problématiques de matériel, de puissance matérielle ou autres ne sont pas trop prioritaires parce que de toute façon, ils seront renouvelés 1 voire 2 fois avant la date de 2030. Donc
Donc il faut profiter de ces renouvellements. On n'a pas d'effort exceptionnel, on va dire, à fournir là-dessus. Par contre, dans le monde industriel, souvent on a des systèmes qui sont en place depuis des dizaines d'années, qui doivent l'être encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être plus. Moi, en tant qu'EDF, je pense notamment à certaines centrales qui ont des durées de vie, certains systèmes ont des durées de vie proches du siècle, entre leur date de conception et leur date de décommissionnement. Et eux, je ne peux pas forcément les modifier, et ils doivent maintenir leur niveau de sécurité. Donc là, on va avoir d'autres approches. On va avoir des approches peut-être je bunkerise, je fais ce qu'on appelle la sécurité périphérique. Je contrôle, je renforce énormément mes accès à ces systèmes, mais à l'intérieur, c'est trop sensible, je le laisse fonctionner comme il fonctionnait aujourd'hui, comme il fonctionnait avant, et comme je l'espère, il continuera à fonctionner après. Il peut y avoir des techniques de simplement, j'ai mes systèmes, mes communications, je ne peux pas y toucher, je les mets dans un tunnel qui encapsule tout. C'est ce qu'on fait un peu tous quand on est en déplacement, on travaille à la maison avec le VPN. Ça peut se déployer pour relier plusieurs sites entre eux, etc., pour sécuriser les communications sans avoir à toucher au coup juste. Mais bon, la notion principale en fait, qu'on veut intégrer dans ces systèmes, en attendant de les migrer, c'est ce que Fabienne évoquait et Ludovic un petit peu également, c'est la notion de crypto-agilité. En fait, la question à laquelle je veux répondre, c'est comment je fais en sorte que ces systèmes supportent ces nouveaux algorithmes, ces changements d'algorithmes, parce que là, on parle de la première transition, on va dire, post-quantique, mais il y a un consensus à peu près global sur le fait que ce ne sera pas la seule, et qu'on va être amené tous les quelques années, alors on n'espère pas trop souvent non plus, sinon ce serait plutôt mauvais signe, mais on pressent qu'on va devoir migrer régulièrement vers des algorithmes peut-être plus efficaces parce qu'on aura eu plus de temps pour les designer, ou à l'inverse, comme les algorithmes sont encore un petit peu jeunes, ils auront des faiblesses qui vont faire on va vouloir les éliminer assez rapidement de nos systèmes. Peut-être pas du jour au lendemain, mais dans les 2, 3, 4 ans. Donc comment je passe de mes systèmes qui aujourd'hui reposent sur des algorithmes qui ont 30 ans, qui n'ont pas bougé depuis 30 ans, à des algorithmes qui vont devoir changer tous les 5 ans ou 6 ans, avec potentiellement des paramètres différents. Et ça, il y a des adaptations qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Moi, la petite phrase que j'aime bien dire pour ceux qui sont habitués du développement logiciel, c'est la cryptographie doit devenir une dépendance ou une librairie comme les autres. Aujourd'hui, vous construisez rarement un logiciel de zéro dans votre bulle. Vous allez piocher des librairies, des dépendances, des bouts de logiciels développés par d'autres ou par une autre partie de votre entreprise qui fournissent des services à votre logiciel sur lequel vous travaillez. Et bien la crypto, en fait, demain, ça doit être pareil. Ça doit être une brique un peu indépendante de votre logiciel qui ne met pas en danger le cœur de votre logiciel si vous devez la modifier, mais sur laquelle vous allez pouvoir faire de la gestion de version, des plans de migration, etc., sans toucher à votre cœur de métier, qui lui est très sensible et coûte très cher à modifier. Et du coup, la troisième phase du plan, une fois qu'on a identifié ce qu'on voulait migrer, qu'on l'a préparé, on a fait un peu de réorganisation logicielle, ça va être de réaliser cette migration. Et on a beau espérer que les standards soient sortis, qu'il y ait plein de monde qui travaille dessus depuis 5, 10 ans, peut-être pour certains, il va y avoir des œufs qui vont casser. Du coup, il faut prévoir le temps de migrer, pouvoir revenir en arrière, pouvoir peut-être faire un chevauchement des deux systèmes pour aboutir à notre objectif qu'en 2030, nos infrastructures critiques soient migrées. Donc aujourd'hui, l'ANSSI a proposé un plan de migration en 3 phases qui ne sont pas tout à fait celles-ci, mais plutôt orientées pour les fournisseurs de solutions cryptographiques et de sécurité. Notre recommandation, ce serait de pousser soit au niveau ANSSI, soit à un autre niveau de l'État, un plan de recommandation qui porte sur ces aspects utilisateurs. Comment est-ce que les entreprises utilisatives doivent se cadencer selon notamment les 3 phases qu'on a prévues d'une durée à peu près de 2 ans chacune. Et enfin, la troisième recommandation, qui est proche de l'idée d'alliance publique-privée, c'est de renforcer les liens en fait, entre public et privé sur cet aspect de migration. Donc aujourd'hui, il y a déjà des consortiums qui se créent par domaine, par filière. Par exemple, il y a le groupement d'intérêt économique Carte Bleue qui existe, qui regroupe de nombreux acteurs du domaine financier qui sont pourtant concurrents dans leurs activités, mais qui doivent se mettre ensemble pour gérer l'écosystème qui permet aux mécanismes de Carte Bleue de fonctionner. On peut imaginer des systèmes pareils par industrie, par secteur d'activité, par domaine, où il y aurait des entreprises concurrentes, on va dire, dans la vie quotidienne, qui se mettent ensemble pour se dire, bon, il y a quand même certains domaines sur lesquels on doit être interopérable, on a tous les mêmes problématiques, même de manière complètement transverse, on a tous des notions de certificats, de PKI ou autres, qui devraient parler à toutes les entreprises. On peut peut-être dépasser un peu notre aspect concurrentiel et réfléchir à comment travailler ensemble, mutualiser les risques pour y répondre au plus vite. Donc au-delà de l'aspect de mutualisation des risques, il y a également les aspects de fédération des initiatives entre industriels et académiques,
Aujourd'hui, il y a des académies qui ont passé 10 ans à travailler sur certains algorithmes. Les industriels, nous, on découvre un peu ces nouvelles solutions. Peut-être qu'il peut y avoir un transfert de connaissances, bénéficier de leur savoir-faire. Eux, ils sont souvent à la recherche de use cases pour avoir des démonstrations pertinentes. Nous, on est à la recherche d'experts qui sont capables d'apporter des réponses à nos questions. Et enfin, l'idée de toute cette alliance publique-privée ou par domaine, c'est d'accélérer notre transition, bien sûr, vers la cryptographie post-quantique. Donc la forme n'est pas encore définie, on ne sait pas trop s'il faut partir sur des notions d'association, des notions de GIE comme celui de la carte bleue, ou peut-être même des joint ventures qui pourraient proposer peut-être des fournisseurs de solutions à l'avenir. Mais c'est une piste qui nous paraît très intéressante à suivre. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jean-François pour les aspects peut-être un peu plus juridiques. Très bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Jean-François Finck, avocat au barreau de Paris, ancien auditeur de l'IHEDN, majeur SNC, souveraineté numérique et cybersécurité. Alors, a priori, le droit et la cryptographie post-quantique, on peut se dire, on ne voit pas évidemment tout de suite le rapport. Et pourtant, en fait, si, il y a énormément de défis juridiques qui sont posés par la cryptographie post-quantique. Tout ce qui est adaptation du cadre législatif existant, avec tout ce qui est mise à jour des lois sur la protection des données, la cybersécurité, la confidentialité. Il y a aussi une question très importante d'harmonisation des normes. Il est crucial d'établir des normes européennes communes pour garantir une transition harmonieuse et sécurisée vers la cryptographie post-quantique. Parce que nous, on est caractérisé, la France est caractérisée par un fait juridique très important, c'est qu'on fait partie d'une Union européenne et il n'y aurait pas vraiment de sens à travailler sur des normes de notre côté, des nouveaux algorithmes, par exemple, résistants à l'ordinateur quantique, sans se concerter avec nos partenaires européens. Et d'ailleurs, la Commission européenne ne le veut pas, ne le souhaite pas et ne l'envisage pas. Et d'ailleurs, en avril 2024, la Commission européenne a lancé sa propre recommandation pour essayer d'aboutir à ce que tous les États membres trouvent ensemble des algorithmes résistants à l'ordinateur quantique qui soient des normes acceptées par tous les pays membres de l'Union européenne. D'autres problèmes juridiques, la protection des données sensibles, l'accès et l'équité. Il est essentiel de veiller à ce que la transition post-quantique concerne tous les acteurs, y compris les PME, qui ont peut-être des ressources plus limitées que des grands acteurs du secteur industriel, pour passer à cette transition. Et puis aussi des enjeux de formation et de sensibilisation. Il faut que tout le monde soit, c'est ce que disait notamment Fabienne, que tout le monde soit bien formé, tous les acteurs du secteur soient bien formés et sensibilisés aux risques, notamment induits par l'avènement de l'ordinateur quantique. Alors, dans un groupe de travail, on est parti sur une idée très simple et avec un écueil à éviter. Alors, l'idée très simple, c'est laquelle? L'idée très simple, c'est tout simplement que, comme vous l'avez très bien compris, la transition vers la cryptographie post-quantique, elle est en marche. Pour autant, il existe encore beaucoup d'inconnus. Notamment pour tout ce qui est industriel, se posent les questions suivantes. Quand est-ce que le basculement effectif vers la cryptographie post-quantique va se produire? Avec quels algorithmes précis? Avec quelles obligations réglementaires? Donc ça, ce sont des inconnus encore. Donc la question, si on veut ramener le problème à une question très simple, c'est comment se préparer à un événement qui est prévu, mais dont on ne sait ni exactement quand est-ce qu'il va arriver, et ni sous quelle modalité. Et donc la question du droit, ce serait, est-ce que le droit, finalement, ne peut pas aider à cette préparation? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager le droit comme un avantage stratégique? En tout cas, quelque chose qui pourrait aider à une stratégie, notamment une stratégie industrielle. Donc c'est dans cet esprit qu'on a élaboré nos recommandations. Avec un écueil à éviter. L'écueil, c'est traiter la question sous le prisme du cliché qu'on entend sans cesse. La régulation va s'opposer à l'innovation. On n'arrête pas d'entendre ça. On dit oui, mais en Europe, vous ne faites que réguler et ça va bloquer les innovations, etc. Moi, je trouve qu'il faut sortir de ce cliché. Il faut sortir un peu de cette ancienne qui est très réductrice. Et de toute façon, ce n'est pas vrai. L'innovation et la régulation peuvent en fait se compléter parfaitement. La régulation, ça permet de créer un environnement de confiance, de sécurité, et notamment de sécurité juridique, de prévisibilité. Les acteurs économiques ont besoin de cette prévisibilité, ont besoin de cette sécurité juridique pour évoluer dans un environnement où les règles de la concurrence, notamment, ne seraient pas faussées. Et donc, c'est bon pour les affaires.
En plus, le mot régulation, il a un sens subtilement plus précis que celui de réglementation. La régulation, c'est plutôt une action économique qui vise à corriger ou à diriger des orientations, des adaptations et un contrôle exercé sur un marché donné. Par exemple, on parle de régulation des marchés financiers. Là, pour les questions de cryptographie post-quantique, ce n'est pas du tout ça dont il est question. L'enjeu principal de nos réflexions pour la cryptographie post-quantique et le droit, c'est plutôt l'adoption de normes communes. En fait, on est plus dans une phase préparatoire à l'instauration de normes communes que dans une phase qui viserait à diriger ou à corriger un marché. Donc, les recommandations qu'on a essayé d'élaborer, les recommandations juridiques, ont été pensées pour les acteurs eux-mêmes. Donc, les industriels, les PME, et les organismes publics qui sont aussi concernés par ces enjeux de passage à la cryptographie post-quantique. Et c'est des recommandations qui ont été pensées sans nécessiter des moyens importants, parce qu'on est dans un contexte où les ressources financières sont aussi limitées. Donc, il faut réfléchir à des choses qui soient réalistes et pas forcément coûteuses. La première recommandation, donc, elle s'adresse notamment à toutes les organisations et principalement leurs services juridiques, c'est sécuriser les contrats. De la même manière qu'on parlait de crypto-agilité, il faudrait faire preuve de crypto-agilité dans la formation des contrats. Parce que dans la vie économique, la prestation de services informatiques est devenue essentielle. Et souvent, il s'agit de contrats, les contrats de prestation de services informatiques, il s'agit de contrats qui portent sur des durées assez longues. Je pense par exemple à tout ce qui est construction et mise en œuvre d'un système d'information, solutions de stockage et d'hébergement de données. Souvent, c'est des contrats qui s'étalent sur plusieurs années. L'idée, ce serait de regarder les contrats existants et de vérifier si, à l'intérieur de ces contrats, il existe des clauses qui permettent d'envisager ce basculement à la cryptographie post-quantique. Et si ces clauses n'existent pas, les prévoir par des avenants. Le risque, ce serait que, par exemple, en matière privée, vous avez un prestataire de services informatiques avec lequel vous concluez un contrat, par exemple pour héberger vos données, puis un jour, le basculement à la cryptographie post-quantique s'opère, se réalise, et là, votre prestataire vous dit « Mais non, mais ça, moi, je ne fais pas de cryptographie post-quantique. Ça, c'est pas dans le contrat. » Et donc, vous laisse complètement tomber avec des impératifs qui sont pourtant très importants, comme la sécurité des données, etc. Donc, l'idée, ce serait ça. Ce serait de prévoir à l'avance, dans les contrats, alors ceux qui ne sont pas encore conclus, prévoir des clauses permettant de basculer vers la cryptographie post-quantique, alors même qu'on n'est pas encore tout à fait opérationnel sur ce point. Et puis, pour les contrats existants, regardez, vérifiez si les clauses permettent de le faire. On peut aussi, toujours dans la même idée de corriger les contrats ou d'adapter les contrats, on peut aussi prévoir une clause de formation du prestataire. Peut-être que le prestataire devrait s'obliger à se maintenir tout à fait au fait de la réglementation existante et faire très attention à bien basculer au moment où, par exemple, la norme européenne auront été prises, à bien suivre ces évolutions pour garantir un bon niveau de connaissance de son secteur. C'est être en quelque sorte à la pointe de l'état de l'art. Alors évidemment, ce serait qu'une obligation de moyens, parce qu'on ne peut pas obliger un prestataire à être dans le 100%, dans le résultat, mais on pourrait lui dire, vous devrez continuer à vous former, à faire très attention à ces normes qui vont bientôt arriver, et donc avoir un bon niveau de connaissance de ce secteur. Donc après sécuriser les contrats, une autre recommandation juridique assez simple à mettre en œuvre, c'est se préparer tout simplement par une étude d'impact. Ça rejoint ce que disait Arthur en parlant de priorisation. L'étude d'impact, c'est la même idée, mais de manière un petit peu plus juridique. C'est au sein de chaque organisation, privée, publique, commencer à réfléchir sur les secteurs à l'intérieur de l'organisation qui risquent d'être plus impactés par le basculement vers la cryptographie post-quantique. Et donc de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré, ce qui devra être forcément adapté, ce qui pourrait être mieux fait dès le départ, réfléchir à un allotissement de budget plus important pour tel ou tel secteur qui risque d'être impacté. Et donc ça, l'étude d'impact, c'est une technique que les juristes connaissent. On l'applique de plus en plus, notamment pour tout ce qui est traitement de données personnelles. Elle va dans le sens de tout ce qu'on voit actuellement avec l'IA Act
ou la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière proactive, avant même de basculer vraiment vers le crypto. On peut le faire dès maintenant en disant, dans chaque entreprise, dans chaque organisme public, réfléchir à quel sera l'impact du basculement. Et enfin, la troisième proposition pratique, c'est d'anticiper, c'est toujours cette idée de se préparer à quelque chose qui va arriver, c'est d'anticiper la transition vers la cryptographie post-quantique par la veille juridique. Et là, je vous ai parlé des travaux de la Commission européenne qui ont été lancés. Et donc, la Commission européenne a une feuille de route, a un plan pour aboutir, in fine, à l'élaboration commune de normes qui concerneraient des algorithmes qui seraient unanimement reconnus comme résistants à l'ordinateur post-quantique. Et la Commission européenne invite les États membres, donc la France, à participer à des groupes de travail pour justement réussir à aboutir à cette adoption de normes communes. Bien, l'idée, c'est de surveiller ces travaux, parce que tout ce qui va venir de l'Union européenne va in fine irriguer les lois françaises et les réglementations françaises. En fait, on est dans un système où, évidemment, la France a énormément de capacité à élaborer sa propre loi, mais il y a également des obligations réglementaires qui font qu'il y a beaucoup de choses qui sont décidées au niveau européen qui vont descendre vers le niveau national. Donc quand vous savez déjà ce qui va se passer au niveau européen, vous prédisez déjà sur un futur plus ou moins proche ce qui va se passer au niveau national. Et donc vous pouvez être certain qu'une fois que les algorithmes auront été élaborés au niveau européen, et je suis sûr qu'on aura un règlement, une directive qui, un peu comme ce qui s'est passé pour la signature électronique, le règlement eIDAS, pour ceux qui connaissent, eh bien, de la même manière, nous aurons une réglementation européenne qui sera ensuite transposée ou adaptée ou précisée au niveau national, avec un certain temps d'élaboration. Mais on aura déjà les algorithmes qui auront été décidés au niveau européen. Et donc, suivre ces travaux, se tenir au courant, c'est déjà d'anticiper un peu sur le futur et pas attendre forcément le moment où la France va adopter avec des recommandations, avec de la publicité, avec de la publicité, ces normes. Donc c'est une manière de voir le futur avant qu'il ne se produise en quelque sorte. Et ça peut être un avantage stratégique intéressant. Voilà, pour les 3 recommandations juridiques. Alors je vais essayer de clôturer, j'espère que vous n'êtes pas endormis. Moi, je vais parler plutôt de la partie économique et comment... D'ailleurs, je vais me présenter, excusez-moi. Gérald Kenanian, je suis directeur de mission innovation au MEDEF et je m'occupe des sujets liés à l'innovation au sens large. Et pour caricaturer, par exemple, pour les industriels de la salle, nous défendons le maintien du crédit d'impôt recherche. Voilà. Je savais que ça allait toucher du monde. Alors, exactement. Du coup, sur le passage à l'acte, comment on peut inciter les entreprises à vraiment prendre à bras le corps ce sujet? On a bien en tête que certaines entreprises de la défense, etc., n'attendent pas nos recommandations pour travailler sur le sujet. Par contre, de manière plus large, c'est peut-être pas le cas. Et donc, on a réfléchi à 3 propositions. La première qui est plutôt incitative, qui serait un soutien financier à l'adaptation de ces solutions dans les entreprises. Une autre qui serait incitative, puis qu'il serait peut-être plus lié à une obligation par la suite, qui serait des intégrations de clauses post-quantiques dans les marchés publics notamment. Et la troisième, qui serait à plus long terme et qui peut vraiment prêter à débat. Et donc, à la fin, d'ailleurs, on aura un QR code qui vous permettra de classer, de voter un petit peu nos propositions, de savoir si elles sont pertinentes ou pas, ce qui nous permettra derrière, dans notre rapport, d'essayer d'avoir quelque chose de cohérent. La troisième proposition serait clairement d'interdire, au bout d'une certaine date, de commercialiser des solutions qui ne seraient pas post-quantique proof, un peu comme ce qui a été fait avec les voitures thermiques en 2035 au niveau européen. On pourrait imaginer ce type de proposition. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ces 3 propositions. Bon, la première, c'est vraiment purement incitatif. Ça serait d'inciter les entreprises à s'investir du sujet. Et pour cela, on a regardé un petit peu les différents types de financement qui existent, notamment dans la R&D. Et par exemple, BPI France cofinance souvent des investissements à moitié. Donc, il y a un cofinancement de l'entreprise à 50%. Et le reste est donné par la puissance publique. On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir ce même type de financement pour inciter les entreprises à intégrer des solutions.
Alors, il pourrait y avoir l'ANSSI, par exemple, pour l'étude de l'analyse technique des dossiers et pas financer tout à tort et à travers. Mais, par exemple, si on considère qu'il y a des normes qui vont arriver peut-être au niveau de l'Union européenne, on aura des solutions qui seront considérées comme résistantes. Et donc, cette implémentation, suivant la taille des entreprises, coûtera plus ou moins cher. Et évidemment, il faut qu'il y ait une incitativité de l'aide publique. Donc, peut-être que les aides n'auront peut-être pas les mêmes ratios en fonction de la taille des entreprises. Enfin, des choses assez classiques. Et on peut aussi imaginer que ça puisse permettre, dans certains cas, quand l'intégration est compliquée, de rapprocher des laboratoires de recherche publics avec des industriels. Enfin, il y a des choses qui peuvent se créer. Donc là, ça serait purement incitatif et on pense qu'il faudrait le faire sur un temps assez restreint, 2, 3, 4 ans, une fois que la norme est mise en place, pour vraiment, ou qu'elle est décidée, pour les pousser à y aller. Après, on sait que de toute façon, ils seront obligés d'y aller naturellement. Le marché va les obliger. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera pérenne dans le temps. On sait aussi que les dépenses publiques seront limitées. La deuxième, ce serait plutôt au niveau des marchés publics, qui ont quand même un poids assez important, en commençant peut-être par des structures telles que des OIV, en demandant aux prestataires d'avoir des solutions résistantes au post-quantique. Donc, pareil, il faut quand même avoir des positions proportionnées. Peut-être commencer sur les OIV, peut-être commencer sur des solutions proposées par des grands groupes et peut-être pas le donner sur tout. Il faut se concentrer sur ce qu'on disait tout à l'heure, les sujets les plus sensibles en premier. Et puis, on ne veut pas limiter, on ne veut pas qu'il y ait une limitation, qu'il y ait une atrophie de l'offre. C'est que si on met quelque chose d'obligatoire pour trop de monde trop rapidement, il n'y a peut-être que quelques grands groupes qui vont pouvoir proposer des solutions, ce qui va mettre de côté des ETI, des PME, des TPE. Donc il faudra vraiment ce qu'on voudrait, c'est qu'au début, quand il y a un appel d'offres, on sait qu'il y a plusieurs critères qui sont regardés, comme le prix, la localisation, plein de choses. Et ce qu'on voudrait en premier temps, c'est qu'il y ait un bonus aux entreprises qui proposent une solution informatique qui soit résistante au post-quantique. Donc qu'elle soit regardée d'un bon œil. Et puis par la suite, en fonction, l'idée, ça serait de dire, OK, ça sera une obligation, ce qui va forcer les entreprises privées à proposer des solutions résistantes au post-quantique pour le public, mais forcément, cette utilisation-là sera aussi intéressante dans le secteur privé entre eux, quoi. Et la troisième proposition, donc celle que je disais qui était un peu plus radicale, mais qui permettrait de donner de la prévisibilité aux entreprises, ça serait potentiellement de dire à une certaine date, donc qui est difficile à prédire maintenant, ça serait d'interdire, voilà, comme à l'instar des voitures thermiques, d'interdire pure et simplement, alors peut-être pas toutes les solutions informatiques, parce qu'elles n'ont peut-être pas besoin d'être toutes résistantes, mais par exemple, on peut penser à des secteurs comme le secteur bancaire, le secteur évidemment de l'armée, pas la peine que j'en parle, mais plein de sujets où on se dit c'est quand même très important d'avoir des solutions robustes et donc interdire l'utilisation d'outils qui ne respectent pas les normes qui seront en vigueur. Voilà, je voulais juste rajouter un petit point en disant que les positions qui ont été élaborées sont des positions communes de tous les acteurs de ce groupe-là et que ce ne sont pas des positions de nos institutions respectives. Voilà. Et je ne sais pas si tu veux passer le QR code. Exactement. Donc voilà, on va maintenant ouvrir les questions. Donc il y a ce QR code. Je ne sais pas s'il faut que je me baisse ou pas. Voilà, c'est assez basique, hein. C'est celle que vous aimez, celle que vous n'aimez pas. Il y a aussi la possibilité de faire des commentaires. Voilà, c'est juste pour se donner une idée ensuite. Je crois qu'il faut juste mettre le nom. Oui, c'est dans l'ordre. Oui, bonsoir, Jean-Claude Laroche, EDF. J'ai deux questions, en fait, à la suite de votre exposé, et qui me sont, disons, inspirées par mon expérience de patron des systèmes d'information d'EDF, puis d'Enedis. La priorisation dont on a parlé, et qui va être nécessaire pour les décideurs, commençant par les systèmes les plus sensibles, elle n'est pas forcément facile à imaginer, en fait. Parce que cette priorisation, elle dépend aussi de la capacité à déployer les solutions.
Je prends l'exemple tout bête des chaînes communicantes pour le comptage communicant de la distribution de l'électricité. Quand on a déployé ce système, c'est 38 millions de compteurs. La phase de palier, c'était 30 000 compteurs par jour. Donc, selon que le chiffrement post-quantique va avoir une incidence sur le matériel ou pas, le déploiement de la solution va être radicalement différent, aussi bien en termes de temps qu'en termes de coût, voire en termes de faisabilité. Donc, je pense qu'il y a une première famille de questions qui serait d'assez rapidement éclairer les décideurs sur la nature des solutions à déployer. Est-ce qu'on peut imaginer des solutions qui vont être purement logicielles ou pas? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on va avoir une rétroaction sur le matériel industriel quand on a des installations lourdes? Et puis la deuxième question, c'est presque un corollaire de la première, c'est que dans les systèmes sensibles, on a beaucoup de matériel avec des certifications de sécurité. Est-ce on commence à avoir une idée des conséquences de ce type de déploiement de nouveaux systèmes de chiffrement sur la validité des certifications de sécurité? Arthur, je te laisse prendre la question. Alors j'ai envie de commencer par la deuxième parce que c'est presque la plus simple, parce que l'ANSSI nous a donné la réponse déjà depuis 2 ans. Côté ANSSI, donc c'est le plan en 3 phases que j'avais mentionné qui concernait les fournisseurs de solutions de sécurité. Typiquement, en fait, c'est un plan qui décrit comment l'ANSSI va faire évoluer son processus de certification sur ce sujet-là. Alors là où on peut discuter est-ce qu'on est en retard ou pas, c'est qu'en fait la phase 2 qui est déjà enclenchée pour eux dans ce plan. Donc pour la faire très brève, la phase 1 c'était le post-quantique et pour des expérimentations, mais on ne le certifie pas. La phase 2, c'est l'ANSSI, à la demande des fournisseurs ou de l'industriel qui soumet sa solution, peut certifier cette solution post-quantique, mais toujours à condition qu'il y ait une solution classique qui soit certifiée en même temps pour les mêmes fonctions. Et la phase 3, qui prévoit pour 2030, mais la date est encore bien sujette à modification, sera une phase où l'ANSSI ne certifiera plus que des solutions post-quantiques, hybrides ou pures en fonction des détails techniques un peu qu'il y a dedans. Donc, un système qui aujourd'hui a un visa de sécurité de l'ANSSI pour les fonctions actuelles ne pourra pas être, sans modification, conserver ce visa au-delà. Il sera uniquement sur des fonctions classiques qui, on le sait, sont menacées par l'ordinateur quantique. Donc, de ce point de vue-là, l'ANSSI, pour le coup, nous offre un peu de visibilité et nous dit il vous faudra forcément des solutions post-quantiques pour qu'on vous délivre le tampon, notamment CSPN. Au niveau international, pour les critères communs internationaux, je n'ai pas encore de réponse dessus, je n'ai pas vu de nouvelles là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qu'ils doivent considérer aussi. Pour la première question sur la priorisation, il y a effectivement la partie faisabilité qui est très dépendante de chacune des industries. Mais moi, je pense qu'il y a quand même la première étape qui est d'identifier les systèmes sur lesquels on doit se pencher en premier, qui restent importantes. Et après, pour l'exemple du comptage, je pense que c'est assez facile de dire que c'est un système qu'il faut regarder rapidement, mais la solution va varier. C'est là où on n'a pas une solution pour tous qui s'applique. C'est la question qu'on peut se poser, c'est quel est le risque pour mon système de comptage si demain mes communications sont en clair et ne sont plus authentifiées? Parce qu'au final, c'est un peu, pour modéliser le risque, on peut considérer qu'on a un attaquant, un acteur malveillant qui a l'ordinateur quantique, et ça revient pour lui, est-ce que toutes nos communications sont en clair? Est-ce qu'on n'a pas dès aujourd'hui des contre-mesures à d'autres niveaux de la hiérarchie de comptage qui font des checks supplémentaires, etc., qui, eux, pourraient rester valides et pourraient nous permettre, pas forcément d'empêcher une attaque sur le comptage, mais peut-être de la détecter pour après nous dire, bon là il y a un problème, il faut qu'on fasse une solution peut-être plus manuelle ou une solution un peu de repli, le temps qu'on puisse effectivement déployer les nouvelles solutions matérielles qui supportent ces prochains algorithmes. Et pour compléter la réponse, oui, il va avoir un impact sur le hardware. Et les questions que vous vous posez, en fait, il y a beaucoup d'industriels qui se les posent. Donc, c'est la recommandation, du coup, c'était la motivation des recommandations. D'une part, voilà, le chef de file cyber se positionne et donne des recommandations un peu claires sur les problématiques de transition aux acteurs industriels. Il est en cours de le faire, donc ça soit encore beaucoup plus clair. Et l'autre aspect, c'est que peut-être ce travail-là, qui est quand même considérable,
tout le monde va se poser la même question, peut-être ça vaut le coup de le mutualiser dans le cadre d'une alliance. Oui, bonsoir, je passerai au... Hui-Jun Kim, je suis auditeur session région Île-de-France de 224. Je suis réserviste opérationnel à l'Office anti-cybercriminalité du ministère de l'Intérieur. Vous parliez de... Bon, je comprends tout à fait que vos réflexions soient portées sur l'industrie et le privé, mais quand on constate, en fait, moi j'essaie de raisonner sur le readiness, en fait. On constate aujourd'hui, bon, vous connaissez la situation des hôpitaux, certains ministères et les collectivités locales. Est-ce que vous avez porté une attention particulière dans l'analyse, en fait, de la migration nécessaire, parce qu'on n'y est pas encore aujourd'hui, même dans l'état de la menace cyber actuelle, et des investissements nécessaires, aussi bien d'un point de vue de matériel, infrastructure. On connaît la situation des hôpitaux avec tout l'héritage des couches successives obsolètes. Est-ce que ce n'est pas une priorité qui doit nécessiter une réflexion également concrète? Merci. Je peux éventuellement répondre un petit peu à cette question-là. L'idée de mettre la clause dans les marchés publics avait deux idées. L'une, c'était d'inciter les entreprises privées à innover et à proposer des solutions post-quanti-crédit, mais c'était aussi et surtout de protéger les actifs publics. Donc les ministères, les hôpitaux, tout ce qui va être public, parapublic. Et donc, c'était les inciter à avoir ce type de solution. Alors après, sur l'aspect purement financier, là, j'ai un peu plus de mal à vous dire. Déjà, je n'ai pas de boule de cristal. On ne sait pas comment le budget va passer, ni les prochaines années, est-ce que ça va être. Mais effectivement, ça va être un coût. Et je pense que, je ne sais pas si autour de la table, quelqu'un peut quantifier quel va être le coût pour une structure telle qu'un hôpital de s'équiper. Moi, je ne peux pas. Alors, oui, les recommandations, elles sont beaucoup vers l'industrie. Enfin, on a quand même une réflexion de souveraineté et des infrastructures critiques dont font partie les hôpitaux. Parce que la réflexion, c'est d'avoir un écosystème qui va être en capacité de répondre à ce défi, en particulier d'avoir des fournisseurs qui sont capables, souverains, de fournir des solutions post-quantiques. Donc, on veut favoriser cet écosystème. Et après, c'est vrai que dans la réflexion, on s'est posé la question pour comment aborder le sujet. Et nous, on a décidé, en tout cas, l'orientation, ça a été de dire on va déjà essayer de cibler des organismes qui ont une certaine maturité en termes de cybersécurité. Parce que déjà, c'est ceux-là qui sont à même de faire cette transition plus rapidement et d'être ensuite des guides pour les autres. Bonsoir, Martine Balland du Contrôle général des armées. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais moi, je crois que la question que tous les dirigeants d'entreprises ou d'organismes publics se posent, c'est combien ça va me coûter? Est-ce qu'on a une idée, même des classes de coûts des futurs équipements ou solutions de crypto post-quantique? Et en particulier, en fait, est-ce qu'on sait si ça va coûter beaucoup plus cher que les solutions actuelles? Ou est-ce qu'on sera sur les mêmes ordres de grandeur? Parce que ça va déterminer, je pense, les feuilles de route. Et ça pourrait en effrayer certains si on annonce des classes de coûts avec un facteur 10. Je suis assez curieuse de savoir si vous avez des éléments là-dessus. Merci beaucoup. Alors, le marché, il est en pleine structuration. Donc, en termes de quelles sont les classes de prix, aujourd'hui, ce qu'on peut s'attendre, c'est que ça soit dans le même ordre de grandeur des produits de cryptographie qui sont aujourd'hui peut-être, il va y avoir une augmentation des coûts, mais comme il y a une compétition, probablement les acteurs, en fait, on n'a pas de... Voilà, combien va coûter cette sécurité post-quantique? C'est pas 10 fois, après, je vois un pourcentage peut-être en plus pour les armes, enfin, globalement. Bonsoir, Cédric Lochouarn. Je travaille chez un équipementier, un vendeur de firewall. J'avais une remarque pour répondre à la
questions et une question. La première question pour les présentateurs. Merci pour l'exposé. Est-ce que vous avez essayé d'assembler vos recommandations par rapport à un planning? Parce que 2030, c'est bientôt. Donc ma première question était le planning, parce que ça va bouger assez vite. C'était ma première question. Et avant de rendre le micro, juste pour donner un élément de réponse sur les éléments de coût, je peux juste parler sur la vision firewall, mais les grands acteurs du marché ont déjà en fait des possibilités intégrées dans leurs produits. Donc il n'y a pas de facteur 10, ce genre de choses. C'est une évolution incrémentale des produits, juste des changements d'algorithme. Ça, c'est juste pour cette partie, mais c'est une petite partie du problème. Et donc, oui, dans la méthode, il faut organiser les recommandations en fonction du temps. Et voilà, on est en pleine réflexion sur ça. Et oui, ça on va le faire dans la version finale. Et pour revenir sur le coût, effectivement, c'est une évolution. Peut-être ça va être aussi un renouvellement plus rapide des solutions de crypto. Donc c'est plus dans cet ordre-là. Le coût est le même. En revanche, il va peut-être falloir faire monter la priorité du renouvellement des équipements crypto un peu plus rapidement que prévu. Oui, simplement, pour les recommandations juridiques, j'insiste sur le fait qu'en fait, elles peuvent être mises en place dès maintenant. Faire une étude d'impact au sein de la société ou de l'organisme public, on peut le faire dès maintenant. Sécuriser les contrats, on peut le faire dès maintenant. Anticiper le futur, faire la veille juridique, on peut le faire dès maintenant. Donc ça, c'est... voilà, tout de suite. J'ai juste un petit commentaire, juste parce que vous rebondissez sur la sécurisation des contrats. En fait, ça existe déjà à tous les fournisseurs de sécurité, dans tous les contrats auprès des grandes entreprises. Il y a une annexe de sécurité qui précise quels sont les algorithmes cryptographiques que vous devez utiliser, etc. Donc ça va juste être une mise à jour, mais ça existe déjà et c'est en place. Je ne suis pas sûr que ce soit généralisé sur toutes les tailles d'entreprise. Donc l'idée, c'est aussi, à travers ces travaux, c'est aussi d'acculturer les entreprises et peut-être le grand public s'ils lisent le document, mais de dire que c'est quelque chose qui va arriver. Et je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont éloignées de ces sujets-là. Sur toutes les entreprises, enfin voilà, on parle pas que des très grosses entreprises avec des gros enjeux de données, mais en fait, par exemple, des données sensibles, beaucoup d'entreprises en ont. À partir du moment où vous avez des données de personnes, et en fait, si elles ne se protègent pas assez, elles pourront être au niveau de la loi, enfin, elles ne respecteront pas la loi, et donc il faut qu'elles sachent que ça arrive et qu'il y a des solutions nouvelles qu'il va falloir prendre. Et ça, on est sûr que la plupart de nos TPE-PME ne sont pas au courant. Parce que pour elles, c'est de la science-fiction encore. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus. Aujourd'hui, déjà, en fait, la plupart plus de 80% des attaques cyber, c'est les PME. On n'a pas les hôpitaux. En fait, l'avènement du quantique va ne faire qu'accroître la différence entre ceux qui ont les moyens de se protéger et ceux qui ne l'ont déjà pas. Donc, ce qui fait que, on parlait de l'écosystème, mettre en place un écosystème avec l'avènement du quantique. L'écosystème cyber existe déjà. Il y a l'ANSSI, il y a les OIV, NIS 2, tout ça, ça existe déjà. Et on constate quand même qu'on se heurte très rapidement au mur budgétaire. Surtout. Donc, vos travaux ont l'avantage, j'espère, de faire prendre conscience au pouvoir public. Bon, les fonds, il faut les trouver. Hein. Bon, il y a dans le privé, je suis banquier d'affaires, donc je connais la finance, mais on se heurte à ce problème de financement. Donc, la réalité là, ça ne fera qu'accroître en fait la différence entre ceux qui ont les moyens déjà de se protéger ou ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Pour rebondir, l'idée d'avoir focalisé un petit peu nos réflexions sur les grands acteurs qui avaient une certaine maturité en sécurité, c'est qu'ils soient moteurs aussi de l'évolution de leurs fournisseurs. Il y a toujours une concurrence sur le marché des solutions de cybersécurité, mais il y a quand même un nombre de fournisseurs qui au final est limité, hein, il n'est pas infini. Et donc l'idée qu'on avait un petit peu derrière, c'est que si les grandes entreprises qui ont les moyens de se poser ce genre de questions et de potentiellement faire de la R&D conjointe ou des expérimentations conjointes pour inciter leurs fournisseurs à faire les efforts nécessaires pour mettre à jour leurs solutions, parce que toutes n'ont pas forcément la maturité de la personne qui parlait précédemment au niveau des firewalls, c'est que ensuite, par un peu
je ne sais pas si ruissellement est le bon terme, parce que je ne suis pas trop économiste, mais quand une PME ou une TPE veut après s'équiper d'une solution cyber, en fait, les fournisseurs ont déjà mis à jour leur solution pour leur grand compte. Et au final, par effet un peu d'opportunité, la PME n'a entre guillemets que des solutions déjà post-quantiques à sa disposition. Donc c'est un peu l'espoir de, quitte à avoir un effort de sécurisation sur ce genre d'entreprise, autant que les solutions vers lesquelles ils se dirigent soient directement protégées contre ce type de menace. Et juste peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être sans doute une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que si les entreprises ne changent pas ces systèmes-là, elles vont se retrouver à poil, clairement. Donc, elles seront obligées de trouver les sous pour s'équiper. Et donc, d'une manière ou d'une autre, les sous seront trouvés dans les institutions pour... ouais, c'est un peu quoi qu'il en coûte, effectivement. Mais ça sera une obligation pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'on voudrait mettre des moyens d'incitation avant d'arriver au stade où vous êtes obligé et vous avez de gros risques d'être piraté. Il y a l'incitation et la proposition de mutualisation de ce risque entre plusieurs acteurs et l'alliance. Oui, bonjour, moi j'étais récemment à la tête de la cybersécurité chez IBM, qui est un des, alors c'est pas dans les souverains, mais c'est un des, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et du coup, ça donne un peu une vision. On travaillait que pour les grands comptes et les très grands comptes. En gros, CAC 40 est équivalent. Et on était très offensif pour parler du post-quantique. On a vendu une mission. Une très belle dans une grande banque française. Voilà, c'est juste pour donner une idée. Là, on est en train d'opposer les grands comptes et les PME. Moi, je parle des plus grands comptes. Il y en a un qui a fait le boulot, qui a commencé à faire le boulot et qui est plutôt une roadmap sur 5-6 ans, comme celle qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, même dans les grands comptes, on est vraiment au tout début. J'ai fait pas mal de pitch, donc il y en a pas mal qui posent la question. Mais de là à prioriser les quelques millions qu'il faut mettre pour faire toute la migration, et donc alors que par ailleurs on n'a pas forcément tout fait dans toutes les autres recommandations de cyber dont on a besoin, voilà, juste pour dire, dans les très grands comptes, on est aussi tout au début. Et, dans ces travaux, on se projette à 5-6 ans, et effectivement, là aussi, on est dans un temps qui est différent. Là, on est à un moment où les standards ont été définis et ils vont être fixés au niveau international, européen, il y a les recommandations. Donc là, on bascule dans un marché qui est un peu différent. Mais oui, moi, pour parler d'expérience, je rejoins complètement l'aspect qu'il y a un gros travail, même en interne, des grandes entreprises à faire. Pour parler d'expérience, le sujet, j'ai commencé à le creuser en 2019, à le regarder, à voir où on était. Donc on était au tout début du concours du NIST, on était encore bien loin d'imaginer qu'on aurait des standards en 2024. C'était à peu près ce qu'on avait en tête, mais ça paraissait loin. Il y a eu pendant des années, en dehors du travail de veille technologique, en général, les interactions avec le reste de l'entreprise étaient énormément de sensibilisation, d'explication de ça va arriver. Le quantique n'est pas un gros mot, la cryptographie n'est pas un gros mot dans l'informatique, c'est pas grave, on est capable de vous l'expliquer sans vous faire peur. C'est des vraies réactions que j'ai eues, c'est pour ça que je ne cherche pas à dénigrer, mais il y a tout un effort à faire et c'est vraiment en fait ça au final qui est quand même un travail qui est en tout cas pour ma part en place depuis de nombreuses années et qui commence à porter ses fruits et où les premières victoires faciles, entre guillemets, sur lesquelles j'essaie de focaliser pour avoir cette diffusion, ça a été de m'intégrer dans des processus qui existaient. Quand vous avez une entreprise qui est en train de dire on va faire un gros marché de refonte qui est déjà prévu depuis 5 ou 6 ans pour refondre une grosse partie de notre SI, notre infrastructure de certificats par exemple, on se dit je ne vais pas leur dire que dans 3 ans il va falloir qu'ils en refassent une. Je vais essayer de m'intégrer avec eux et de leur dire si dans votre cahier des charges, votre appel d'offres, vous pouvez intégrer peut-être ces exigences qui, effectivement, à l'époque, on n'avait peut-être pas forcément de liste d'algorithmes à mettre parce qu'ils n'étaient pas encore définis, mais de dire, alors nous, on va être intéressés pour suivre ce que va dire l'ANSSI, on va être intéressés pour dans 5 ans, 10 ans, avoir ce niveau de sécurité. Donc si vous répondez à notre appel d'offres, on veut qu'il y ait un engagement de votre part de suivre les évolutions et que ça fasse, entre guillemets, partie du contrat. Donc on rejoint un peu les recommandations sur les contrats. Il y a effectivement des efforts de priorisation pour les systèmes qui vont devoir changer de manière anticipée, exceptionnelle, non prévue. Mais il y a aussi tout un effort d'essayer d'identifier et de s'accrocher, entre guillemets, aux renouvellements et aux chantiers qui sont déjà en cours ou en passe d'être lancés
pour éviter d'avoir à les refaire en urgence, entre guillemets, dans 5 ans. Nicolas, je suis conseiller en sécurité économique et contre-influence. J'ai une remarque et une question. Une première remarque, j'aimerais souligner l'intérêt de rapprocher les problématiques en fait, de résilience de la filière du semi-conducteur en plus du post-quantique. L'intérêt est simple, hein, si on n'est pas en capacité de créer nos propres ordinateurs quantiques, de toute manière, on va avoir du mal à s'adapter à cette course. Et le constat étant qu'actuellement, on ne peut pas, sur le continent européen, se passer de la dépendance technologique avec les Américains, ne serait-ce que pour alimenter les chaînes de robots pour créer les semi-conducteurs. Donc là, on a une vraie faiblesse de souveraineté, mais à l'échelle européenne complète. Et en fait, de ce constat vient une autre question, c'est de se dire que puisque vous constatez qu'il va falloir plus régulièrement upgrader les algorithmes et qu'en plus on est soumis à ce risque en fait, de coupure d'approvisionnement sur du semi-conducteur et une incapacité, je souligne ce point, une incapacité industrielle à pouvoir justement créer notre propre ligne de montage. Donc on est vraiment dans cette chaîne industrielle au temps 1 et 2 de la création de cet ordinateur quantique. Le jour où les États-Unis nous disent vous êtes bien gentils les Européens, mais on va vous couper les vivres pour ralentir vos capacités de défense, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc du coup se pose cette question, c'est que dans ce monde où on risque en fait d'être limité technologiquement, quid de la mise en place en fait d'une politique de prédation économique organisée avec du ciblage d'actifs étrangers pour être capable de faire du rattrapage technologique. Et en se disant, bah oui, on a la résilience des entreprises, on va encore demander aux entreprises de payer. Le point, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à réfléchir dès maintenant sur les 20 à 30 prochaines années, puisqu'il va y avoir ces problématiques d'actualisation des algorithmes, à se dire quels sont les technos qu'on a envie d'acquérir, de manière économique ou tout simplement en allant aider les services nationaux à faire leur ciblage. Ouais, question qui soulève voilà, beaucoup de sujets, mais totalement en phase. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi au début d'un changement de prise de conscience dans beaucoup de structures. Et comme je disais hier, peut-être que l'événement d'hier fait que ça va encore plus prendre d'ampleur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience, en tout cas dans l'ensemble des ministères. En tout cas, dans le ministère dans lequel je suis, je peux en témoigner. Et voilà, ça commence à frémir. Je pense qu'on peut tous souhaiter que ça évolue dans le sens que vous mentionnez. Mais oui, il va falloir qu'on soit dans la réalité de ce qui se passe, de cette compétition qui est juste... compétition, je ne vais pas dire à mort, mais enfin, économiquement, c'est un peu ça, quoi. Il va falloir survivre dans ce monde de requins. Et il faut qu'on ait notre place. Et c'est en ça que tout à l'heure, j'essayais de dire que il faut qu'on arrive à la fois à ramener chez nous ce qui est crucial et à ne pas perdre ce que l'on a. Aujourd'hui, c'est une hémorragie que l'on voit un peu sous nos yeux, alors sur d'autres domaines, hein, notamment sur l'intelligence artificielle, à l'allure où les sociétés partent. Donc déjà, il faut garder celle qu'on a et ramener d'autres choses. Et je partage qu'il faut qu'on mette les efforts et les moyens nationaux pour s'aider là-dessus. Après, je ne peux pas en dire tellement plus. En fait, par rapport à votre sujet, c'est peut-être un peu plus large que ce que nous, on avait prévu dans le rapport. C'est que nous, on s'était vraiment concentré sur le post-quantique. Qu'est-ce que ça va changer aux entreprises? Comment faire évoluer ça? L'acculturation, etc. Vous, j'ai l'impression que ça va sur l'électronique, quand même, au sens large. Et c'est vrai que du coup, on n'est pas allé là-dessus. Mais il y a un lien, vraiment, entre les deux. Donc c'est vrai que peut-être que c'est quelque chose, une des propositions qu'on pourrait rajouter, enfin un sujet qu'on pourrait éventuellement creuser plus. Ouais. Et la question ne se pose pas complètement de la même manière sur l'ordinateur quantique que pour les semi-conducteurs. On a quand même des entreprises françaises qui sont voilà, dans le top 5 au niveau mondial et qui sont en capacité de construire des ordinateurs quantiques. Après, dans la chaîne de valeur, effectivement, mais je pense que la question se pose de manière un peu moindre. Sur l'ordinateur quantique, en revanche, il faut être très vigilant effectivement à la prédation. Et effectivement, on note ça, stratégie d'acquisition. Encore faut-il avoir les moyens. La bonne nouvelle, c'est que sur les ordinateurs quantiques, on a toute la chaîne de valeur, la chaîne de froid, etc. En France. Et je crois que les ministères en sont conscients.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelque chose comme 4 ou 5, voire peut-être même plus, startups françaises qui travaillent en plus sur des technologies d'ordinateurs différentes. Donc on est, on va dire, on n'est pas trop dépendant des autres pays pour avoir une idée des capacités d'ingénierie à l'heure actuelle et peut-être des projections de roadmap. Il y en a certaines même qui sont basées à Paris ou dans Paris, hein, Alice et Bob qui étaient présents sur les slides. Ils sont à côté de Ballard, il me semble. Donc eux, on a une excellence française un peu sur ce sujet. On est bon, on a plusieurs technologies en parallèle, donc on a de bonnes chances d'en avoir une qui émerge avant les autres. Mais on a toute la problématique juste avant, qui a été mentionnée avant par Fabienne et tous les autres, il ne faut pas les laisser s'échapper. Il y a un moment, il va y avoir les gros acteurs américains qui, si jamais on prend de l'avance sur eux, vont avoir peut-être envie d'attraper nos entreprises françaises, et il va falloir savoir les protéger pour et nos intérêts industriels et peut-être nos intérêts nationaux. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a encore d'autres questions qui pourraient être posées, mais nous aurons l'occasion d'échanger avec les intervenants encore quelques minutes après la fin de cette table ronde. Avant de passer la parole au président du fonds de dotation de l'IHEDN, je voudrais d'abord remercier vraiment les intervenants et les personnes du groupe de travail. C'était vraiment très très intéressant, je vous remercie. Il y a des positions qui sont très faciles, très confortables quand on fait une table ronde, quand on fait un rapport, c'est-à-dire on va commenter des choses. Donc on peut commenter, on prend des risques parce qu'on peut se tromper, mais ce type d'exercice, qui est un exercice de prospective, est très difficile. Voilà. Il faut se projeter, il faut essayer d'envisager des scénarios, il faut essayer de dérouler le scénario, et vous ne savez pas si vous avez raison en plus. Et évidemment, quand vous faites de la prospective, quand vous faites des propositions, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire que c'est jamais une bonne proposition qu'il faut faire. Il n'empêche que faire des propositions, notamment dans le cadre de cette chaire et au sein de l'IHEDN, c'est justement le but de faire réfléchir, de faire avancer la réflexion, de faire aussi, même sur les 12 propositions, s'il y en a une qui est retenue à un endroit et une autre, etc., on aura fait avancer les choses. Et pour ça, vraiment, je vous remercie. Voilà. Je vais passer la parole maintenant à M. Philippe. Oui, bonsoir à tous. Donc, remercier les intervenants pour leur présence et leur travail et leur présentation. Remercier aussi Bertrand Demembre qui n'est pas là uniquement pour passer les micros, mais est à la cheville ouvrière du fonds de dotation. Et aussi en profiter pour dire que Vincent Giraud, le deuxième personne de porteur de micro, est en fait un chercheur qui vient juste d'être embauché à la chaire cyber et souveraineté numérique. Donc voilà, c'est une chaire qui vit et je suis très heureux de pouvoir saluer son arrivée. Donc le fonds de dotation, comme son nom, IHEDN, comme son nom l'indique, est un fonds de dotation. Donc il peut habiliter à recevoir les fonds de mécènes, d'entreprises privées, mais aussi de personnes privées. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire des dons au fonds de dotation. Vous recevrez les certificats qui vont bien pour les déductions fiscales. Et c'est strictement au profit de l'IHEDN. C'est-à-dire que nous sommes là uniquement pour soutenir et de conduire les projets que sont voulus par le directeur de l'IHEDN et en particulier son directeur. J'en profite pour remercier l'ingénieure générale Florence Plessis de sa présence ce soir, puisque c'est elle qui a en charge, tout le monde ne la connaît peut-être pas, mais le département session nationale de l'IHEDN. Voilà, et non seulement on a un souci de travailler au profit de l'IHEDN, mais comme l'a un peu dit Jean-Peter, c'est aussi d'établir le lien avec les auditeurs des sessions nationales, des sessions majeures SNC aussi, et aussi les autres majeures, que ce soit armement et économie de défense ou défense et sécurité économique. Et je remercie de sa présence Géraud Brun, ici présent, le président de l'association 3AED IHEDN, qui regroupe les anciens auditeurs, essentiellement jusqu'à présent de AED, mais qui travaillent actuellement avec d'autres à la fusion pour les autres associations et les autres auditeurs, que ce soit SNC ou DSE. Donc merci de votre présence à tous les deux. Voilà, merci beaucoup. Et donc je suis très heureux, j'espère que vous avez été
content de cette prestation. Merci encore à tous et puis bonne soirée. Merci.